Reprise du procès sur l'affaire Appel à incendier le palais du Mogonaba, promotion immobilière. La loi a finalement été adoptée à l'Assemblée législative de transition. Et enfin, situation au Sénégal, Macky Sall entre le marteau et l'enclume. Voici annoncées les grandes lignes de votre émission, la tribune des éditos. Cette émission de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et analyses des différents médias. Et pour le décryptage de cette tribune, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Michel Lana, il est rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays. Dr Ousmane Paré, journaliste indépendant, est aussi avec nous. Daouda Kinda, journaliste au quotidien. Et enfin, Idrissa Koumbem, journaliste à la Lettre du Faso. Reprise du procès sur l'affaire dite incendie du palais du Mogonaba. C'est un procès qui cristallise l'opinion publique. Plusieurs accusés, dont des leaders de la société civile, des activistes, ainsi que des journalistes, sont entendus par la justice dans le cadre d'un vaste projet visant le régime de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Idrissa Koumbem, à la Lettre du Faso, vous suivez ce procès. Que peut-on retenir des différents témoignages déjà? Il faut dire que déjà ce qu'on peut retenir, c'est à travers déjà les confessions, les aveux et surtout aussi les rétentions que ceux qui ont été en tout cas à la barre ont fait qu'on peut retenir déjà. Il y a au moins 10 personnes qui sont poursuivis dans cette affaire d'incendie du palais du Mogonaba, et je crois que pour l'ensemble, ce qu'on peut dire est que les choses avancent sereinement. Les uns et les autres ont dit ce qu'ils savaient ou ce qu'ils ont pu poser comme acte dans cette affaire, et le jugement n'est pas totalement à bout. On ne peut pas d'office présumer ce que l'issue pour dire que ils seront condamnés ou certains seront acquittés. Mais déjà, ce qu'on peut dire est que beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu au moins une personne qui a reconnu avoir, en l'occurrence le journaliste Alain, il a reconnu partiellement des messages qu'il aurait eu, des conversations. Sinon, les principaux accusés comme Marcel Tankwano et Pascal Zaïda, et par contre ni en bloc, les faits pour lesquels ils sont poursuivis, c'est entre autres les faits d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la vie d'autrui et bien d'autres infractions. Et il faut rappeler que ce sont des infractions qui sont aussi suffisamment graves, parce que les condamnations peuvent aller jusqu'à 30 ans pour les faits d'association de malfaiteurs. Je crois que ça part de 11 à 30 ans. Ça veut dire qu'ils encourent de graves peines. Et c'est aussi un procès aussi qui est aussi révélateur, qui nous permet d'appréhender beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre classe politique, aussi de la gestion du pouvoir. Il faut se dire que toutes ces personnes qui ont été appréhendées sont des leaders d'opinion et beaucoup de militants d'organisations de la société civile. Et c'est justement ces personnes-là qui ont à un moment donné travaillé à tenir un peu, quand on dit la notion d'organisation de la société civile. Parce que quand on a des gens qui se regroupent, et on voit que souvent c'est des ramifications des partis politiques qui viennent se présenter comme des organisations de la société civile, et donc l'action est uniquement orientée que sur le domaine politique. Pour moi, ça cause un problème, parce qu'on ne peut pas se dire, vous êtes une organisation de la société civile et votre domaine d'intervention, c'est sur le domaine politique. Et là, les gens sont prêts à tout. Comme c'est le milieu politique, on est prêt à tout, par toutes les méthodes, pour quand même arriver au pouvoir. Et les plans de déstabilisation qu'on a vus, ça participe à ce que tous les autres pouvoirs ont mis en place aussi pour arriver au pouvoir. Il ne faut pas occulter cet aspect. Il faut se rappeler que depuis 2012, il y a eu des organisations comme ça, comme la FEDABC, pour soutenir Blaise Compaoré. Et après, le phénomène a pris de l'ampleur avec la modification, les luttes pour la modification contre la modification de l'article 37. Il y a eu beaucoup d'OSC qui ont été créés. Et quand la transition, le pouvoir de Blaise Compaoré est tombé, et quand la transition de 2015 est arrivée, on s'est rendu compte que beaucoup qui avaient travaillé au niveau de la société civile se sont retrouvés dans ce même pouvoir-là. Et en même temps, quand la transition est finie, ces mêmes personnes se sont retrouvées, pour certains, au niveau du pouvoir MPP. Et ces mêmes personnes se sont coalisées après, comme c'est devenu une profession, comme l'autre l'a dit aussi dans le procès, qu'il est entrepreneur politique. Vous parlez de Marcel Tankwano, effectivement. Et Sourok,
c'était la même chose. Sous Damiba, c'est la même chose. Et sous IB aussi, c'est la même chose qu'on voit. Malheureusement, je ne comprends pas cela. Les mêmes classes politiques utilisent ces personnes aussi pour faire passer leurs actions. Et bon, à un moment donné, on est désolé, mais il faut vraiment revoir cette question-là et la trancher pour une bonne fois. Si on doit les écarter, parce qu'on ne peut pas aussi passer par des... Quand tu vois, c'est des jeunes qu'on manipule à un moment donné aussi pour faire passer ses ambitions politiques ou autres. Donc, véritablement, c'est malheureux. Et je pense que, bon, comme c'est un procès, on attend sereinement l'issue, le verdict. Et je pense que les uns et les autres vont assumer, en tout cas, les faits qui leur sont reprochés. Si véritablement ils se sont rendus coupables de façon consciente des faits qui leur sont reprochés. D'accord. Alors, docteur Paré, alors quand on regarde le passage de Pascal Zaïda ou de Marcel Tankwano, ça a suscité beaucoup d'étonnement et de réactions. Au fond, quelle analyse est-ce que vous en faites? Étonnement, je ne pense pas. Peut-être que ça dénote de l'hypocrisie de notre société. Vous savez que sur ce plateau et bien d'autres plateaux, les gens n'ont fait que parler de ça. Et pour mettre fin à cela, je crois que quand on révisait les textes sur la lutte contre la corruption au Burkina en 2015, on avait voulu justement que les leaders de la société civile et bien d'autres personnes puissent être aussi assujettis à la déclaration de biens. Malheureusement, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et quand vous voyez Marcel Tankwano, je crois qu'à plusieurs reprises, lui-même, il a reconnu qu'il ne vit que de ça. Mais que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau peut-être des institutions judiciaires, il n'y a pas eu de poursuite en tant que telle. Et depuis, comme je crois que Koumem a bien fait de détailler un peu la situation, depuis sous Blaise Compaoré, mais surtout depuis la transition de 2015, en fait, il n'y a que ces gens qui nous pourrissent la vie. Au vu et au su de tout le monde. Il y a eu des dossiers emblématiques, des gens qui sont passés, et je n'ai rien absolument contre personne, je tiens à le préciser, et d'une moto, et qui ne font absolument rien, qu'on n'a pas vu à quel moment ils ont une grande promotion, on n'a pas vu à quel moment ils ont commencé à entreprendre, mais en l'espace d'une année, qu'ils se sont construits de belles villas, qu'ils se sont achetés de belles voitures, tout le monde voit, et personne ne dit rien. Alors que dans cette loi, il y a aussi cette question de délit d'apparence. Et ce sont des gens qui sont sur les plateaux, qui sont devant la scène, que tout le monde observe. Personne, malheureusement, n'a absolument rien fait. Vous avez beaucoup de personnes dans ce pays, je le dis, qui ne font absolument rien. Dans la vie, ils ne font rien. Ils mangent gras, ils boivent frais, ils roulent carrosse. Après, vous vous demandez comment est-ce que ça se passe. Mais ce n'est pas caché, parce que tout le monde sait. Ça se dit dans tous les milieux. Ils ont des organisations de la société civile. Il n'y a pas cet homme politique ici. Il n'y a pas ce responsable, même au niveau des institutions, que ce soit au niveau des services de renseignement ou bien au niveau de la justice, qui ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne. Tout le monde voit l'argent circuler entre leurs mains. Mais ça n'a jamais absolument rien dit à personne. Vous vous souvenez que sous Damiba, des gens ont organisé ici un meeting à plus de 500 millions de francs CFA pour réunir une centaine de personnes. On en a parlé, ça n'a choqué personne. Ce qui est pire, quand je parle d'hypocrisie, c'est que ceux qui critiquent aujourd'hui sont ceux qui l'ont fait hier, ou bien qui sont même en train de le faire. On voit des gens en train de ricaner sur les réseaux sociaux, en train de critiquer, alors que ces mêmes personnes sont en train de faire exactement la même chose. Mais toutes les marches qui ont été organisées, tout le monde sait comment c'est financé. Tout le monde sait comment c'est financé. Vous voyez des individus qui, je le dis, qui ne font rien. Donc, mais quand c'est comme ça, et que tout le monde voit, et que personne ne dit absolument rien, mais ne vous attendez pas à ce que ces personnes rendent service à la nation. Sous Roch Kaboré, sous Damiba, on a parlé de ces activistes. Vous voyez que de plus en plus de gens ne veulent même pas se faire appeler activistes. Que des gens applaudissaient ici. Les médias en ont parlé. Justement, est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer? Parce que c'est les médias qui donnent souvent la visibilité à ces personnes. Les médias ont leur part de responsabilité. Les médias sont à l'image de la société. Nous sommes à l'image de la société. Combien de fois les médias ont critiqué? Quelle a été la réaction de la société? Je le dis, les médias forment l'opinion.
Quand les médias mettent des affaires sur la place publique, c'est pour que l'opinion puisse s'en saisir. Mais si ça ne dit rien à l'opinion, vous voulez que les médias fassent quoi? Les médias, c'est pas les médias qui vont attirer les gens en justice. Mais pour la responsabilité des médias dont vous parlez, je suis tout à fait d'accord. Le fait, on a vu des gens des gens qui n'ont absolument personne derrière eux, qui chaque année, quand vous prenez Pascal Zada, vous prenez, comment il s'appelle, Marcel Tankwano et autres, de 2015 à maintenant, il y a combien d'organisations de la société civile qu'ils ont créées? Il y a des organisations qui n'ont même pas de récépissé. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'existence légale. Mais qu'est-ce que le législateur dit par rapport à ça? Tout le monde observe. Déjà, 2-3 personnes, on appelle les médias. Ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, on s'attroupe et puis on donne écho justement à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Donc, je crois que notre société est tombée assez bas. Et comme le disait Koumbe, moi, je pense que ce procès doit être l'occasion de faire le procès justement de ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Je pense que peut-être ça peut intéresser le Rhin-Lac, notamment, c'est pas la SRC, mais surtout le Rhin-Lac, mais peut-être d'autres organisations de la société civile et des médias, qu'on puisse faire aussi des investigations sur comment est-ce que tout ça s'est passé, comment justement ces personnes-là évoluent, comment est-ce qu'ils se nourrissent et comment est-ce qu'ils arrivent aussi à nous pourrir la vie. Donc je crois que si on arrive à faire beaucoup plus de lumière là-dessus, ça va beaucoup nous aider. Mais en même temps qu'on parle de ce cas, qu'on pense à ceux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est seulement c'est pas Damibas, comment il s'appelle, et Isaac Zida seulement qui a manipulé, parce que Marcel Tankwano doit son succès à Yacouba Isaac Zida. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au Tsurok seulement que ça s'est passé. Il y a eu la même chose. Les gens ont manipulé ces civils-là pour arriver au pouvoir sous Damiba. Pour que Ibi aussi arrive au pouvoir, ça a été pratiquement la même chose. Je le dis, je le répète, malheureusement, ça intéresse peu les gens. Les gens ont voulu passer par des médias, notamment pour faire tomber Roch. Ça n'a pas marché. Ces mêmes personnes ont donné des informations confidentielles, top secret, de l'armée à des civils, qui les ont mises sur la place publique. Et jusqu'à présent, ça ne dit absolument rien à personne. Ça a permis peut-être de faire tomber Roch. Mais le message que j'ai à l'endroit de tous ces jeunes qui s'agitent aussi bien derrière les militaires que derrière les civils, qui prennent de l'argent et qui se rendent complices justement de beaucoup de choses, que tôt ou tard, tous ces cas seront jugés. On se rappelle le procès Thomas Sankara. Ça a pris du temps, ça a été jugé. Ceux qui sont à la base, c'est pour tentative de déstabilisation. Je ne sais pas si ça fait partie des infractions, mais en tout cas, association de malfaiteurs et autres. Ouais. Peut-être que quand on va juger peut-être le coup d'État de Damiba, ou quand on va juger d'autres coups d'État, ce sont des choses qui vont arriver. Donc, il va falloir à un certain moment que les gens sachent tout simplement qu'on est dans une république, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, surtout qu'on ne prend pas de l'argent pour détruire son pays. Alors, Daouda Kinda, quand on regarde le passage de Marcel Tankwano à la barre, il y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose. Produire des audios pour incendier un palais, et pas n'importe lequel, celui du Mogonaba, on se perd dans la réflexion. Justement, c'est très grave ce qui se passe. Et je vais commencer là où il a terminé. Vous savez, dans une république, les organisations de la société civile ont un rôle très important à jouer. C'est, par exemple, pour la bonne gouvernance, la transparence, leur rôle est essentiel. C'est un maillon très important. Ce qu'ils ne font pas vu au-dessus de justement, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la courte échelle. Où il y a l'argent, ils sont prêts à tout. Même faire tomber ou jeter en pâture leur pays ou mener des actions déstabilisatrices, ils sont prêts à tout. Mais tout cela a été favorisé, comme ce que mes prédécesseurs ont dit, par la classe politique. Les hommes politiques ont utilisé beaucoup de personnes, ont créé beaucoup d'organisations de la société civile parce qu'il y avait une fuite de responsabilité à quelque part. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils permettent à leurs bons petits, regroupés en des organisations de la société civile, de le faire. Et ce n'est pas seulement du fait des hommes politiques. Même des acteurs de l'économie burkinabé ont créé ici des organisations de la société civile pour manifester notamment dans le domaine du commerce et d'autres choses. Donc la plaie est là et en train de se gangréner. Et donc à partir de ce procès-là, on doit pouvoir régler tout ça. Aujourd'hui, qui peut dire exactement le Burkina Faso compte combien d'organisations de la société civile? Au point où les vrais acteurs de la société civile même sont relégués même en arrière-plan. On ne les voit plus.
le mouvement burkinabé des droits de l'homme, plein d'organisations comme ça qui sont là maintenant. Bon, personne... Et tout ce que ces organisations disent, bon, beaucoup sont là, ils regardent, ils pensent que non. Alors que ceux qui sont là, ils sont manipulés et tout le temps, ils essaient de manipuler. Depuis la chute de Blaise Compaoré, sous Blaise, il y avait des organisations de la société civile, mais ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ça a pris une certaine dimension et tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, tous ceux qui ont géré le pouvoir depuis, ils ont suscité la création de ces organisations. Je vous renvoie la même question que j'ai posée au docteur Padé tout à l'heure. Oui. Est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer puisque ces organisations de la société civile ont forcément besoin de visibilité? Est-ce que nous n'avons pas un rôle à jouer dedans? Justement, c'est le moment pour peut-être les médias de tamiser. Parce que ce n'est pas... Vous voyez que une organisation de la société civile qui n'a même pas de récépissé, qui organise une conférence de presse et qui court, ils attrapent, ils prennent 2-3 médias là pour couvrir une actualité, bon, enfin pour couvrir leur événement. Vous voyez que nous aussi à quelque part on a une très grande responsabilité dans cette situation là. Donc c'est à nous aussi de nous remettre en cause, revoir un peu un certain nombre de choses et puis pour que n'importe qui ne se lève pas, dire que je suis acteur de la société civile et commencer déjà à alerter ou à inviter la presse pour un certain nombre d'activités et puis la presse aussi. D'accord, on va permettre une réaction à Michel Nana. Est-ce qu'avec toutes ces révélations que nous avons eues dans ce procès, qui continuent d'ailleurs, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux-là qui ont toujours estimé qu'il faut restreindre la liberté sur les réseaux sociaux? Ici, le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde, par exemple, les audios, c'était utilisé sur les réseaux sociaux pour attirer les uns et les autres. Avant les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui ont agi physiquement. Parce que le problème, c'est l'usage des réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux en tant que canaux de communication. C'est l'usage que les gens en font. Moi, personnellement, je vais d'abord préciser que les organisations de la société civile dont on parle, ce sont des OSC de nom. C'est pour cela, je pense qu'en 2015, après les élections, pour leur donner de la place à l'Assemblée, au CNT à l'époque, on a créé la composante OSC spécifique. Et les gens ont compris que OSC spécifique, là, c'est une caverne d'Ali Baba, ou bien c'est un champ où on peut aller récolter sans avoir semé, ou bien où on peut semer des cailloux et puis aller récolter des mangues et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est le résultat de la gouvernance dans ce pays-là. Et je pense que tout le monde est responsable. Parce que j'étais au CNT. Et quand Roch est tombé et qu'il fallait organiser pour aller encore à l'Assemblée, on leur a donné de l'espace. Et pour les comment on appelle ça, les assises nationales, on leur a donné de l'espace. Et quand Dabimé est tombé aussi, mais les assises là, c'est à eux, c'était ces leaders-là qui étaient les stars des assises nationales. Ce qui fait que les notabilités coutumières, les intellectuels, les gens d'une sagesse vraiment affirmée, ils n'ont pas la place devant ces gens-là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir ont fait comme les autres ont fait. Ça veut dire qu'ils les ont utilisés pour arriver au pouvoir et qu'il fallait les récompenser. Et aujourd'hui, ce qui se passe au palais, au tribunal de grande instance de Ouagabaga 1, ce sont des camps, ce sont des gens qui se dénoncent. C'est le même système-là. C'est le système qui est en train de bouffer ses enfants. Et c'est cela. Et c'est dommage qu'on arrive à cette situation parce qu'on se rend compte que notre pays, c'est de la manipulation. C'est de la délation, ce sont des mensonges. Et puis on sait que ce soit avec l'arme, le kalash, que ce soit avec ces OSC là, en passant par les réseaux sociaux,
on peut récupérer le pouvoir dans ce pays-là. D'accord. C'est de ce qu'il s'agit. On va bondir en même temps sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a ces activistes qui ont été cités. J'ai envie de donner des noms. Naïm Touré, Aminata Racho, ils ont été cités dans ce procès. Mais moi, ça m'étonne pas, puisque ce qu'ils disent quand je lis dans les messages là, c'est ce que ces gens-là disent sur les réseaux sociaux, non? Moi, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et comme quelqu'un l'a souligné, sous Rock là, c'est pas les mêmes personnes que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui sont en disgrâce actuellement. C'est pas les mêmes personnes qu'on utilise en donnant toutes les informations, en donnant tout ce qui est preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils sont au niveau de l'armée, qu'ils sont au niveau politique, ou même des gens qui avaient intérêt à ce que ceux qui étaient au pouvoir là tombent ou aient des difficultés là. Ces gens-là, ils donnent des informations, non? Ce sont les mêmes personnes par qui ils passaient. Je pense que c'est une occasion. Et j'espère bien que les gens vont en prendre conscience. Une occasion de regarder, de traiter cette question-là avec rigueur. Je me rappelle qu'en novembre 2021, quand certaines joueuses avaient commencé à manifester, à déposer des autorisations pour pouvoir manifester et qu'on leur refusait sous prétexte qu'elles n'avaient pas de récépissé, les gens ont créé un scandale et à la restriction des libertés d'expression dans ce pays-là. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ceux qui... les leaders dont on parle aujourd'hui, là, ils ont des organisations qui sont actives du moins, mais qui n'ont pas de récépissé, qui n'ont pas de reconnaissance légale. Mais à qui on déroule le tapis rouge. Même la République leur déroule le tapis rouge. D'accord. Et même les grands opérateurs économiques, les grandes personnalités leur déroulent le tapis rouge en leur donnant tout ce qu'ils veulent. Voilà. C'est dommage. On va permettre aussi une réaction avec Idriss Koumbem. Alors, il y a le cas de nos confrères qui sont dans ce procès. Vous avez Alain Traoré, connu sous le sobriquet Alain. Il y a aussi Lukman Sawadgo. Quand on regarde un peu le passage d'Alain, il y a eu cette partie où il disait il nous faut des leaders pour lancer l'assaut, ou encore à une autre partie, il affirme que c'est contre le président de la transition qu'il voulait museler la presse. Il donne ses raisons pour justifier son coup. Est-ce que ça ne choque pas un peu quand on regarde déjà? Oui, ça peut véritablement être choquant. Voilà, quand on se rend compte que l'action, c'est pas de façon un acte isolé et ça s'inscrit dans un objectif global qui est de déstabiliser un pouvoir. On le dit pas parce que on fait forcément adhésion ou bien on est pour le pouvoir en place ou autre, mais quand on est dans la République comme les uns et les autres, il faut faire beaucoup attention, éviter les raccourcis, les facilités et se débarrasser de façon générale. Ça, c'est vraiment un cri de cœur que je fais de l'idée du pourcissme. Et ça, ce n'est pas eux tous. Voilà, il ne faut pas qu'à un moment donné, on se dise que voilà, pour avoir le pouvoir d'État, il faut passer par le push. Voilà, et malheureusement, c'est qu'on a notre évolution, notre histoire, malheureusement, fait comprendre à beaucoup de personnes que c'est la voie la plus simple pour avoir le pouvoir d'État, le pourcissme. On a fait beaucoup de pouces ici. Et généralement aussi, il faut commencer par ces organisations de la société civile. Voilà, on travaille avec eux et on arrive à organiser, et souvent on part au niveau du clan militaire, et quand tout est pourri maintenant, la partie militaire sort, fait le coup d'État et prend le pouvoir. C'est malheureux. Et dans cette organisation, il ne faut pas oublier que les médias jouent un rôle très important. Voilà, que ce soit même la prise du pouvoir, si vous n'avez pas les médias, c'est difficile. C'est pour cela quand les gars prennent le pouvoir, généralement c'est les télés ou les radios, en fonction bien évidemment de l'audience des médias, c'est là-bas le chef de la junte fait une déclaration pour assurer les gens, pour dire qu'il a pris le pouvoir. Ça veut dire, mais pour avoir les médias, il faut passer par des hommes de médias. Et malheureusement aussi, beaucoup sont tombés dedans. Je crois que ce n'est pas la première fois aussi que des journalistes soient impliqués dans des histoires de pouces. Le pouce de 2016, c'est 2016. 2016. Voilà, septembre 2016. Effectivement, il y avait des journalistes aussi qui étaient dans le coup qu'on a arrêté, qui avaient été jugés à son temps. Donc, c'est malheureux qu'on arrive à avoir des confrères qui
en tout cas, on posait des actions. C'est vrai que pour la question de la liberté d'expression, on peut vraiment la défendre de plusieurs manières. Et je crois que si c'était des activités qui avaient été menées ou bien des messages qu'on avait retrouvés dans le cadre du collectif, parce que c'est des gars qui font partie du collectif, des journalistes, des activistes, et voilà, en gros des personnes menacées qui se passent actuellement. Si c'était dans le cadre de cette action que les messages avaient été donnés pour dénoncer, on pouvait dire que c'est dans un cadre un peu républicain. Maintenant, il faut mettre ces messages dans une relation avec d'autres messages qui étaient plus globales et quand on suit les échanges qu'on a vus pour le moment, ce qu'ils ont présenté, on se rend compte que c'était dans un plan d'ensemble qui était de déstabiliser véritablement le pouvoir en place et ça, véritablement, on ne peut pas applaudir, cela, on ne peut pas cautionner. D'accord. Alors, docteur Ousmane Paris, notre confrère Alain, qui confirme les allégations d'assaut qui ont été vues sur des messages et en réponse, il estime que c'était contre le président de la transition parce qu'il est en train de museler la presse. Un commentaire. Difficile de faire un commentaire en pareille circonstance. Vous savez que nous jouons chaque fois le mauvais rôle. Donc, parce que tout le monde passe par nous et quel que soit donc les circonstances, les gens vont demander notre avis et je discute souvent avec certaines personnes et les gens vous disent il faut faire attention parce que vous ne savez pas avec qui vous discutez. On discute avec tout le monde, on donne son point de vue et généralement des choses qu'on dit sur le plateau ou avec des gens qui viennent nous demander aussi qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle autre situation, on le dit. Donc vous voyez que ça peut être très délicat, même quand on le met en rapport avec l'insécurité terroriste. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été des fois jugés parce qu'on les traitait de complices des terroristes. Il y en a qui sont allés, qui ont rencontré des terroristes, qui ont écrit des livres. Donc on est vraiment dans une situation inconfortable. Maintenant, le plus important, c'est que le professionnalisme puisse prendre le dessus. En tant que journaliste, quand je vais vers des gens, c'est l'information que je vais chercher. Maintenant, pour ce qui concerne le pouvoir, je peux ne pas être d'accord avec le pouvoir, je peux le critiquer, mais je ne vais pas m'associer avec des gens justement pour demander à ce que justement le pouvoir tombe ou etc., etc. Mais en même temps qu'on le dit, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre la réflexion par rapport à comment est-ce qu'on accède au pouvoir. C'est paradoxal. Vous voyez des gens qui ont soutenu le coup d'État de Damiba, qui ont soutenu le coup d'État de Ibé et qui sont en train de critiquer justement ceux-là. Mais c'est les Marcel Tankwane qui ont fait le coup d'État aussi contre quelque part. Ils étaient actifs. Les Aminata Racho, quand les gens critiquent, je vois les gens sont en train de les insulter. Et les Naïm Touré, mais ils ont été pour quelque chose, pour la chute de Roch Kaboré, avec le grand maître du côté des États-Unis, Ibrahim Maïga. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pratiquement la même chose. Et c'est là quand vous avez des détails, par exemple, par rapport à ce procès, je crois que le pouvoir actuel n'a pas du tout eu du mal justement à savoir comment ça se passe. Donc ils ont infiltré le système et ils ont su directement comment ça... Parce que c'est exactement la même chose qu'ils ont fait pour renverser aussi Damiba. Donc à un certain moment, il faut qu'on ait le courage pour dire comment est-ce qu'on accède au pouvoir au Burkina. Si on ne veut pas justement qu'il y ait ces types de déstabilisation des régimes. Pour accéder au pouvoir, c'est la voie électorale. Pardon? C'est la voie électorale, c'est ça que je dis. Donc il faut que, si on veut être, il faut qu'on le soit jusqu'au bout. En fait, c'est par là je veux terminer parce qu'on a parlé des organisations de la société civile, que le pouvoir appartient en réalité au peuple. Et que quand le peuple n'est pas d'accord avec un pouvoir, qu'il peut trouver des mécanismes républicains pour récupérer son pouvoir. Moi, je pense qu'il serait intéressant que on puisse orienter le débat vers ces aspects-là. Lorsqu'on est dans un état de droit et qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout des mécanismes, qu'on explique surtout aux populations. En fait, qu'on enlève de la tête des gens que quand on n'est pas d'accord avec un pouvoir, ou bien quand on trouve que le pouvoir est inefficace, qu'on doit forcément s'associer plus tard à des militaires ou bien trouver des moyens pour faire tomber le régime. Je me rappelle, et je termine par là, l'un de mes derniers éditos sur Roch Kaboré. Moi, sur Roch Kaboré, les 100 premiers jours de Roch Kaboré, j'ai dit que, comment dirais-je, le poussin qui sera un coq, là, on le reconnaît déjà. Les gens m'ont insulté. Parce qu'on dit en 100 jours, on ne peut pas savoir si un pouvoir va, etc. Mais le deuxième mandat, lorsque les gens ont commencé à sortir dans les rues, je dis, ce n'est pas le coup d'État la solution. On est très intelligent pour trouver des mécanismes internes
pour résoudre le problème, soit pour mettre Roch Kaboré de côté et continuer dans la voie républicaine, trouver des mécanismes pour gérer le pouvoir sans passer par le coup d'État. Les gens ont dit non, il n'y avait pas d'autre solution en dehors du coup d'État. Que ce soit les militaires qui sont la solution. Quand Damiba n'arrivait pas à s'en sortir, on dit il faut les militaires. Vous voyez, quand les gens se rendent compte qu'avec ce régime, il y a des difficultés, on va penser. Alors, on ne peut pas continuer éternellement dans ça. Donc, à un certain moment, il faut qu'on s'asseye et qu'on définisse les mécanismes. Parce que de coup d'État en coup d'État, de renversement de pouvoir en renversement de pouvoir, ça ne fait que nous ramener des années en arrière. Donc, c'est là que je dis il est important qu'on puisse ouvrir le débat, faire comprendre aux populations qu'il y a d'autres moyens, justement, de régler les problèmes. Il y a d'autres manières de faire évoluer, justement, nos aspirations sans passer, justement, par ces mécanismes. Et j'insiste sur la question de la lutte contre la corruption. Tout le monde sait comment l'argent circule dans ce pays. Tant qu'on ne va pas mettre frein, justement, à cette circulation frauduleuse de l'argent dans notre pays, je crois que ce sera difficile qu'on puisse assainir la gouvernance. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Roch Kaboré, avant de partir, a demandé un État au niveau de la SCLC. Il y a un rapport qui est déposé. Qu'on avance sur la question de la lutte contre la corruption. Tant que les gens n'ont pas d'argent, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas d'argent illicite qu'ils doivent avoir là. Ils vont se calmer. D'accord. Alors, Daouda Kinda, on revient sur le procès, notamment avec notre confrère Alain. Alors, il se justifie en disant que c'est le président de la transition qui voudrait museler la presse pour expliquer et justifier pourquoi est-ce qu'il fallait un assaut. Non. Ça ne peut pas être une raison pour mener des actions déstabilisatrices, pour mener des actions contre l'intérêt supérieur de la nation. Et au-delà même d'Alain, même Lukman Sawadogo, qui dirige une structure qui est chargée de faire la promotion de la paix, qui se retrouve mêlé dans l'appel de Manéga justement, qui se retrouve mêlé dans une affaire de déstabilisation, c'est tombé à la renverse. On se demande maintenant pourquoi on met en place une structure si on va ramer à contre-courant. Donc je pense pas que la liberté d'expression puisse, ou que le président mène des actions contre la liberté d'expression là, qu'on puisse s'organiser, parce que tout ce qui a été dit, on sent que, on voit véritablement que c'était coordonné, c'était organisé, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, ce sont des présumés innocents. On ne peut pas déjà les accuser, on ne peut pas dire qu'ils sont coupables, mais déjà le fait que beaucoup aient reconnu les messages qui ont été lus publiquement, ça montre déjà qu'il y avait des pions qui étaient posés. Et comme on sait que ce sont ces genres de pions-là que les gens poussent pour pouvoir accéder, pouvoir déstabiliser, pour pouvoir pourrir l'environnement, pour faciliter un peu la prise du pouvoir. On sait tous comment ça se passe pour les coups d'État. On ne peut pas dire pas présumer d'ores et déjà que c'est un putsch qu'il préparait. Mais c'est tout comme. Voilà, parce qu'il faut pourrir l'environnement pour faciliter la prise du pouvoir par les militaires. Et jusqu'à quand on va finir? C'est parce qu'on a travaillé à mettre dans la tête que dès que ça ne va pas, il faut que les militaires viennent. Dès que ça ne va pas, il faut que les militaires viennent. Justement, c'est parce que les gens pensent ça. Et quand vous discutez avec... et aujourd'hui, quand vous discutez avec tout le monde, personne, les gens ne veulent pas parler d'élection parce qu'ils se disent que oui, ce sont les militaires. Là, voilà. Mais aucun leader d'OSC n'a été candidat à une élection présidentielle au Burkina. Oui, mais quand tu écoutes, tu écoutes les audios ou bien les messages, on dit qu'il faut que ce soit un civil qui vienne au pouvoir. Ils vont travailler, faire en sorte que ce régime-là tombe, ce pouvoir-là tombe, pour qu'un civil prenne le pouvoir et un militaire en deuxième position. Déjà, le plan est même s'ils sont présumés innocents, c'est dire que c'est quand même très grave. Donc il faut que chacun se ressaisisse. La transition va finir officiellement en 2024. Donc il faut que, au regard du contexte national là, que chacun laisse ses velléités là
pour que, puisqu'il y a il y aura des élections, cette transition va s'achever par des élections. Si vous avez un candidat, vous plébiscitez ce candidat-là et vous battez campagne pour ce dernier afin qu'il prenne le pouvoir, et ce que vous voulez implémenter dans la société, vous le faites. D'accord. Pourvu que ça rentre dans le cadre, en tout cas, de la République. On va terminer avec vous, Michel Nana, sur ce sujet. Il y a ces noms qui ont été cités dans ce procès, des personnalités politiques, des personnalités sur le plan économique. Finalement, est-ce que ça ne vous étonne pas? M'étonner, non. Ne m'étonne pas. Et comme je l'avais dit... Les noms sont même connus. Non, comme je l'ai dit, nous sommes dans une société d'interaction. Et quand vous prenez les leaders de la société civile, ils sont toujours en interaction avec les gens, dont des personnalités politiques, dans des opérateurs économiques, dans des hommes des médias, partout où ils peuvent avoir des interlocuteurs dans leur action, ils vont y aller. Maintenant, il faut faire attention parce que tous les noms qui sont cités, ça ne veut pas dire que ces noms-là sont partie prenante dans ce dont on parle. Bien sûr. En termes de projet de déstabilisation. Et encore faut-il que les données qu'on nous donne, quand on ressort aujourd'hui-là, que ces données-là soient vraiment fiables et une valeur juridique et certifiées. Voilà. Parce que jusqu'à présent, c'est ce que la justice, c'est ce que les juridictions, c'est ce que le procès nous donne de voir. Mais est-ce que nous avons des éléments pour contre-expertiser ce qui se passe là-bas? On n'a pas d'éléments. On attend seulement que justice fasse son travail et que, comme Koumem l'a dit, bon, ceux qui sont reconnus coupables pour quoi que ce soit, qu'ils assument l'entière responsabilité. Encore une fois, j'ai dit que ce procès-là doit nous permettre de nous remettre en cause si réellement chacun veut que le pays soit refondé. Parce que ce que nous avons, les noms qui sont jetés en pâture aujourd'hui, notamment les Lukman et autres, mais il y a d'autres personnes qui ont pris le relais et qui sont connus, qui sont à la page, qui sont exhibés comme des héros actuellement du Burkina Faso. Il y a certains noms-là. Vous pensez à qui? Non. Dans tous les cas, quand vous regardez les manifestations qui s'organisent, quand vous voyez la prise de parole, mais vous allez voir qu'il y a des gens à qui on donne le tapis rouge et qui se permettent même de décider de qui est burkinabé et qui n'est pas burkinabé et qui attribuent le titre d'apatride ou pas à des burkinabés. Ces gens-là sont connus et ce sont encore des leaders de la société civile et qui sont financés par des gens. Si on veut que le pays soit refondé là, il faut regarder ça. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont intérêt, en dépit des divergences, des difficultés et des urgences, à regarder cet aspect-là, parce que ça y va de l'avenir de notre pays. Deuxième sujet retenu pour cette tribune, la loi sur la promotion immobilière a finalement été adoptée à l'Assemblée législative de transition. Fini désormais la période de vente des parcelles nues par les promoteurs immobiliers. La promotion immobilière est désormais circonscrite dans les centres urbains avec limitation des superficies à 1 hectare. Alors, docteur Paré, finalement, malgré les multiples interpellations, malgré les multiples sorties des promoteurs immobiliers, il se trouve que, malgré tout, le gouvernement s'assume. C'est limité à 5 hectares. Oui, 5 hectares, voilà, tout à fait. Et oui, le gouvernement s'assume. Je crois qu'il faudra attendre de voir. C'est que la loi qui a été adoptée, et vous avez vu tout ce qui est comme bisbille sur Kaboré, notamment sous le ministre Sankara, Maître Benouende Sankara. Je crois que c'est lui qui a initié en réalité ce projet. Donc ça n'a pas du tout été facile. Parce que vous savez, le milieu des hommes d'affaires, c'est un milieu mafieux. Hein. Je pèse bien mes mots, mais c'est vraiment de la mafia. Et je crois que c'est ressorti qu'il y a des députés que certains ont tenté de corrompre. Malheureusement, ça n'a pas marché. On parlait tantôt des activistes, en fait, des leaders d'opinion. Vous avez vu, il y a quelques mois même de cela, il y a certains qui ont encore été manipulés quand le projet de loi, au niveau du ministère des gens ont travaillé. Donc il y a des gens qui ont fait sortir, qui ont fait des déclarations, des conférences de presse pour les soutenir. Ça fonctionne toujours comme ça. Pour moi, le problème, ce n'est pas
la loi, pour moi, tout tient à la question de la lutte contre la corruption. Parce que quand vous voyez comment le phénomène a évolué, c'est que, comme on le dit entre guillemets, des gens ont été graissés. C'était des milliards qui étaient en jeu. Quand vous voyez des promoteurs immobiliers, vous avez vu le rapport de l'Assemblée nationale en son temps, quand vous lisez tout ce qui a été fait en l'espace de quelques mois, de quelques années, des gens se sont accaparés des milliers d'hectares. Des gens ont vendu des terrains qui n'étaient pas les leurs. Des gens ont... En fait, tout le monde sait comment ça s'est... Mais ça n'aurait pu se produire que s'il y avait la corruption, parce que les gens, c'était le gain facile. Aussi bien au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des populations, les riverains, les jeunes, même des vieux. Et ça montre que nous sommes dans une société complètement corrompue. Des chefs de terre qui vendent des terres. Alors que ce que nous, on a connu, en réalité, des gens étaient tellement rattachés justement à leur terre que pour rien au monde, ils n'acceptaient pas. Les gens ont proposé des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, les gens ont refusé de vendre leurs parcelles. Mais quand vous voyez ce que ça a donné ces dernières années, je crois que ça monte. Je pense qu'au-delà de la loi, il va falloir rétablir aussi les choses. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu de la corruption. S'il y a des gens qui doivent être jugés, il faudra tout simplement juger les personnes et veiller à ce qu'on ne puisse pas passer par d'autres mécanismes pour refaire ce qui était en train de faire. Parce qu'on ne va pas revenir sur tous les articles de cette loi. L'autre aspect, quand on vous dit qu'il y a des... On est arrivé à environ 100 000 parcelles ou 80 000, non? Les parcelles donc à l'intérieur de Ouagadougou, qui était déjà l'outil mais qui n'était pas occupé. Je crois que l'une des premières missions justement des promoteurs immobiliers, c'est d'abord de mettre en valeur, d'aider les propriétaires justement, des gens qui ont des parcelles, qui n'ont pas les moyens pour les mettre en valeur, de les mettre en valeur. Ils ne l'ont jamais fait. L'autre chose, c'est que quand on leur donne des espaces, qu'ils puissent tout simplement mettre ces espaces-là en valeur et les mettre à la disposition de la population, ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont commencé à vendre. Donc je crois qu'à tous les niveaux, il y a des organisations de la société civile à ce niveau, il y a l'État, donc c'est à tous les acteurs de voir comment est-ce qu'on peut veiller au respect de cette loi, mais que tous les rapports aussi qui ont été produits sur la question des parcelles, qu'on puisse juger, qu'on puisse faire la lumière autour de cela. On sait que sous les lotissements sont suspendus depuis des années. On avait l'Assemblée nationale a fait un audit où des individus se retrouvent avec des centaines de parcelles. Pour moi, il faut qu'on résolve, qu'on règle tout ce passif-là avant de revenir à la mise en œuvre de cette loi. D'accord. Alors, Daouda Kinda, vous, au niveau de votre journal Le Quotidien, vous estimez à travers un édito que c'est l'intérêt général au bout du compte finalement? Oui, mais ce n'était pas gagné d'avance au regard des intérêts qui s'entrechoquaient entre les communes, les promoteurs immobiliers, les propriétaires terriens. On a toujours dit ici que la question foncière, c'était une bombe à retardement. Donc il fallait forcément trouver une solution à ce problème-là. Et beaucoup ont pensé qu'il fallait légiférer pour limiter le nombre de parcelles ou les terres que les promoteurs immobiliers pouvaient acquérir pour faire la promotion immobilière. Et beaucoup ont pris des agréments pour faire la promotion immobilière et se retrouvent à faire la promotion foncière. En 2009, on ne comptait que 9 promoteurs immobiliers. Et en 2023, on a plus de 200 et quelques. 275, voilà, en 2023. Et dans la ville de Ouagadougou, les chiffres montrent que les promoteurs immobiliers ont mobilisé jusqu'à 30 000 hectares, soit une superficie de plus de 600 000 parcelles détenues par les promoteurs immobiliers. Donc, vous voyez l'ampleur que cette situation-là était en train de... Donc il fallait légiférer. L'ancien ministre en charge de l'administration territoriale, Clémence Ouagadougou, même n'avait pas hésité à dire que ces promoteurs immobiliers-là dépeçaient les parcelles là, comme le mouton de Tabaski. Les ministres, plusieurs ministres qui se sont succédés au ministère de l'urbanisme ont tenté de régler ce problème-là, mais difficilement. Voilà, il a fallu que le ministre Benewende Sankara il prenne ses responsabilités et vous voyez toute la corruption, toute la machine qu'il y avait tout autour pour éviter que l'objectif soit atteint. On a manipulé des femmes
moi j'ai suivi par exemple, oui, moi j'ai suivi des femmes avec des bébés au dos qu'on mobilise au cours d'une conférence de presse là pour dire que non, nous ne voulons pas avec des balais, des spatules. On a vu des étudiants qu'on a mobilisés pour dire qu'ils ne veulent pas. On a vu même des bonnets rouges. Je veux parler des têtes couronnées qu'on a mobilisées pour dire que non, nous ne voulons pas. Alors que la situation était en train de s'aggraver. Et l'État avait favorisé ça, avait créé cette brèche-là, que ces promoteurs immobiliers-là ont saisi. Donc il a fallu que, au cours de cette transition-là, les gens s'assument et décident de mener une action à travers cette loi-là, l'adoption de cette loi le 20 juin dernier là. D'accord. Et dans votre cesser la fin de la est-ce que vous entrevoyez la suite après l'adoption de cette loi? C'est le fait de l'appliquer. Voilà, parce qu'au Burkina, il y a plusieurs lois qu'on a adoptées, mais on se bute à l'applicabilité de cette loi-là. Donc, il faudra que le gouvernement mette en application cette loi-là. Quand, par exemple, on dit que un promoteur immobilier ne peut mobiliser que 5 hectares pour un projet immobilier, il faudrait que véritablement on s'assure que la superficie ne dépasse pas ça. Quand par exemple la loi dit qu'il faudra bitumer, il faudra faire en sorte que l'électricité, l'eau courante puisse venir. Il faut s'assurer véritablement que ça puisse se faire. Quand on dit que toute publicité doit passer par le ministère, c'est pour éviter par exemple les publicités mensongères qu'on constate dans nos médias. Donc c'est au gouvernement de faire en sorte que cette loi-là puisse, dans toute son entièreté, ça puisse être appliquée pour nous éviter encore d'autres problèmes. Et même ces promoteurs immobiliers-là doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus disposer de la terre comme ils le faisaient auparavant. Donc il faudrait que chacun y mette, s'investisse véritablement pour que cette loi-là, qui est de l'intérêt, en fait, ça doit servir l'intérêt général. Voilà, donc il faudrait que chacun puisse s'investir pour qu'on ne connaisse pas les problèmes dont on redoutait. D'accord, alors nous sommes pris par le temps. Michel Nana, cette nouvelle loi vient combler des lacunes au niveau d'une ancienne loi qui date d'il y a 15 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Il y a beaucoup de... Je veux dire que... Attendre pendant longtemps, les problèmes sur le foncier, c'est question immobilière ne date pas d'aujourd'hui. Il y a trop d'enjeux et la loi, c'est une question de rapport de force. Il y a beaucoup... Kina a cité beaucoup de ministres qui n'ont pas pu. Pourquoi? Est-ce que c'est lié au manque de volonté politique? Il y a la question de manque de volonté politique, mais aussi une question de rapport de force. C'est comme la révision du code du travail. Tant que la force n'est pas à votre faveur, vous ne pouvez pas le faire. Je me rappelle de M. Sankara, mais peut-être s'il doit venir sur ce plateau et dire toutes les misères qu'il a subies à cause de ce projet de loi, vous allez tomber des nues. Même les tentatives de corruption. C'est ce que je vous dis. Et c'est comme ça, c'est le milieu des affaires. Dans tous les cas, on est arrivé. Ça d'abord, il faut dire que c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'une étape. Parce que par la suite, il faut d'abord que les uns et les autres s'approprient la loi, qu'il soit au niveau des États étatiques, que ce soit au niveau des pouvoirs locaux. Je parle des conseils municipaux, je parle des conseillers, que ce soit au niveau même de la population. Parce que tant que nous n'allons pas accepter que cette loi c'est l'intérêt général et qu'il faut que chacun rentre dans ce moule-là, ça ne va pas marcher. D'accord. Et pour que ça marche, il faut que l'État tape du poing sur la table. Mais je vais ajouter quelque chose. Très rapidement. Il y a la loi qui a été votée, et c'est bien, et j'espère qu'on va vraiment l'appliquer dans sa rigueur. Mais aussi, il y a le mal qui a été déjà fait. Comment on va régler ce mal-là? Régler ce mal, c'est toujours un problème. Voilà, il y a la loi, mais il y a aussi la nécessité de prescrire le produit qui va soigner le mal qu'on a déjà fait sur le plan immobilier. D'accord, alors Idrissa Koumbem, on termine avec vous sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de l'adoption de cette nouvelle loi portant promotion immobilière? Ok. J'allais intervenir sur le volet de mon prédécesseur qui venait de terminer sur le passif. Moi, je crois que véritablement, la nouvelle loi qui a été votée,
on devrait revenir sur le sort qui sera réservé à ce qui a été fait. On se rappelle des enquêtes parlementaires de 2016. Ça a été révélé, il n'y a rien eu. Après ça, il y a eu un travail qui a été mené, ça n'a rien eu. Et le constat, le rapport qui a été fait, qui a motivé la révision de la loi, on ressort que des gens se sont accaparés, ils ont même spolié plus de 30 000 hectares. Mais dans la loi, malheureusement, on ne dit pas quel est le sort qui sera réservé à tout cela. Moi, je crois que c'est là-bas le problème fondamental. Si on ne résout pas ce problème et qu'on prenne une loi et après dans l'application on ne sait même pas comment ça va se faire et la durée, on va toujours essayer de la tourner et en fin de compte on n'aura pas les résultats. Moi, à mon humble avis, j'ai toujours soutenu ça. Je crois que pour ce qui a été déjà fait comme spoliation, accaparement, il faut avoir en tout cas une décision courageuse. Mais pour l'avenir et à partir de cet instant-là, il faut informatiser le fichier cadastral. On informatise tout et on limite le nombre de parcelles à acquérir pour un individu, tout au plus pour les habitations à 3. Et on verra. On a informatisé, on dit pour une personne, vous ne pouvez pas payer plus de 3 parcelles dans une localité et on informatise et on verra. Voilà. Ça ne va pas résoudre le problème qui a été causé. Mais pour l'avenir, ça va permettre d'orienter pour qu'une personne, même si c'est de façon légale, ne puisse pas aller prendre jusqu'à 100 parcelles, 200 parcelles. Parce que quand il a comme ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas. Et on joue maintenant sur ça et on exagère sur les prix des parcelles et sur les prix des locations. Et ça crée un gros problème. Et même les questions de non-lotis, c'est ça et ça ne peut pas finir. Mais si tant qu'on limite, la terre n'aura plus de valeur. Si tu as 3, tu ne peux plus payer. Il y aura des parcelles vides. Ceux qui vont à vendre, voilà, l'État va mettre sa coût social. Chacun aura sa parcelle, il va payer, construire. Et en même temps, ça résout les questions de bail locatif qu'on avait essayé de réglementer qui n'arrivent pas à s'appliquer. Donc, il faut ces mesures courageuses-là. Sinon, on peut prendre la loi comme ça et après, l'application devient difficile. C'est une suggestion qui, on l'espère, sera prise en compte par l'autorité. Et dernier sujet pour cette tribune, échéance électorale au Sénégal. Macky Sall est-il entre le marteau et l'enclume? Toujours est-il que ce dernier maintient le suspense sur sa candidature ou pas pour les élections de 2024. En visite à Paris, Macky Sall aurait déjà jeté de l'huile sur le feu. Il affirme, je cite, que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir. Il dit encore, je cite, après mon message à la nation, nous irons vers la victoire de 2024. Est-ce que le président sénégalais prend la pleine mesure des enjeux du moment? La question se pose, Dr Ousmane Pari. Je crois qu'on observe ce qui se passe au Sénégal. C'est vrai qu'il y a des voix qui se lèvent aussi pour dire qu'il va pas oser, mais je crois qu'en Afrique, on est déjà habitué à cela. Même si du côté aussi de la France, on appelle aussi à revoir donc la limitation des mandats. C'est un problème assez complexe, mais pour répondre à votre question, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il prenne toute la mesure de la situation ou peut-être qu'il ramène le Sénégal à sa propre personne et en réalité aux gens qui sont autour de lui qui lui disent peut-être de foncer. Parce que je dis cela, pourquoi? Même s'il ne sera pas candidat, mais je pense que les propos étaient trop osés au regard du contexte. Il aurait pu ne pas du tout en parler pour peut-être maintenir le suspense, mais jeter l'huile sur le feu, dire qu'on va y aller. Je crois que ça amène les autres aussi à se préparer. Et personne ne sait ce que ça va donner. Moi, je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on soit suffisamment courageux. Et si on ne veut pas de la limitation des mandats, qu'on le fasse comme ailleurs. On l'a dit dans les pays comme les États-Unis, les mandats ne sont pas limités. C'est ce qu'on veut pour notre continent. À un certain moment, il va falloir oser poser le débat et peut-être lever la limitation. Peut-être pour un début aller, c'est pas à 4, mais il faut qu'on réfléchisse à la question. Mais ce qu'il faudra éviter, c'est des morts pour ces questions. D'accord, nous allons aller très rapidement, nous sommes pris par le temps. Il y a justement cette question du dialogue politique qui est même déjà engagé par le président Macky Sall. Vous, votre édito est intitulé « On s'interroge déjà sur les attentes ». Exactement, parce que le journal constate qu'à quelques accablures des élections prévues le 25 février 2024, et les ponts sont définitivement coupés. En tout cas, c'est ce qu'une constatation entre le pouvoir de Macky Sall et l'opposition politique, et réunis autour des forces vives F24. Ces deux partis, chacune dans son coin, entre guillemets, mènent son dialogue
Sonko et ses partisans d'un côté et le pouvoir de l'autre côté. Effectivement, nous nous demandons qu'est-ce qu'on peut attendre de ces dialogues-là. Déjà, il faut dire que les conclusions sont attendues pour ce qui est de l'opposition. C'est aujourd'hui. D'accord. C'est le 23. C'est pour ce week-end. Voilà, c'est pour ce week-end notamment. C'était prévu pour le 23 juin. Pour ce qui est du pouvoir, il faut attendre le 25. Donc à quelques jours d'intervalle. Donc nous attendons de voir ce qui va sortir. Mais on retient quand même que le problème actuellement du Sénégal, c'est Macky Sall. D'accord. Macky Sall, dans le 3e mandat, pose problème. Vous avez posé la question tout à l'heure à mon collègue. Si le président est conscient des enjeux, je ne veux pas répondre de façon totale, mais au regard des violences et du nombre de morts qu'on a ramassés en début juin à Dakar, je pense que il faut vraiment être fou pour ne pas être conscient des enjeux de cette question de 3e mandat. D'accord, et nous parlons du Sénégal très rapidement, Daouda Kinda. Pendant ce temps, Macky Sall était récemment médiateur avec d'autres chefs d'État dans la crise ukrainienne. Alors finalement, votre édito intitulé « Si le ridicule tuait ». Justement, on aurait applaudi si Macky Sall avait réussi à empêcher que la situation là dégénère dans son pays. Vous avez vu, il a parlé tantôt des morts qu'on a enregistrés durant toutes les manifestations, les blessés qu'on a enregistrés, et il supporte médiateur dans une crise qui dépasse le ressort de son pays. Vous voyez comment est-ce qu'on peut être si ridicule. Voilà, vous avez suivi toute la délégation de l'Union africaine qui s'est rendue à Kiev, également à Saint-Pétersbourg, pour essayer de rapprocher les deux présidents, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui depuis plusieurs mois sont à couteau tiré, et c'est la guerre, et des présidents africains qui n'arrivent pas à régler les problèmes dans leur propre pays, qui décident d'aller rapprocher, d'aller mettre fin, demander à ces présidents de mettre fin à la guerre. C'est bien, l'intention est là, c'est bien, parce que l'Afrique reçoit ou demande ou dépend d'un certain nombre de matières, notamment les céréales et autres choses qui sont importées de Russie et d'Ukraine. Mais cette crise-là dépasse la dimension de notre dimension. Donc il faudrait laisser on dit parfois que quand les couteaux se battent, le coq va mettre son cou à côté pour faire quoi. Donc c'est mieux de laisser des instances suprêmes. Finalement, le rendez-vous électoral, ce n'est pas qu'au Sénégal, au Burkina, au Mali ou même en Guinée. Il va falloir organiser les élections. Justement, et c'est malheureusement ça que dans certains pays, les gens ne veulent pas entendre. Et personne aussi, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à aller à ces élections-là. On ne sait pas aussi pourquoi dans certains cas c'est comme ça. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas quitter le fauteuil ou tentent pour se maintenir au fauteuil. C'est la démocratie qui est en tout cas à terre, et c'est malheureux pour nos États qu'on arrive à penser que c'est une seule personne qui peut venir construire tout un pays. La construction du pays, c'est un processus. Tu viens apporter ta part de contribution à travers ta vision, tes objectifs, et tu laisses quelqu'un d'autre va venir continuer. Voilà, le monde se construit comme ça, et ce n'est pas à un individu de venir tracer le chemin et de l'accomplir pour en tout cas le bien-être d'un pays. En tout cas, pour ce qui est du Burkina, la convocation du corps électoral devrait être pour fin juin, si on veut tenir à bonne date. Et c'est tout pour cette émission, la tribune des éditos. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation. On ne cessera pas de le dire, la tribune des éditos, c'est une émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.